Eh bien, bonjour à toutes et tous, c'est Timothée, skipper du classe 40 Zeiss Recycling. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Alan. Salut Alan. Salut, tu vas bien? Très bien, très bien. Et du coup, t'es skipper de l'IMOCA Hublot, anciennement Hugo Boss. Ma première question, c'est un peu comment t'en es venu là ou par où a débuté ta passion dans la voile? Est-ce que t'as commencé par l'optimiste ou complètement autre chose? Enfin, raconte-nous. Oh bah ça va être long, ça va être long. Moi j'ai commencé la voile. Je suis originaire de Genève, je suis suisse. Et en gros, à l'âge de 2 ans, mes parents ont décidé, pour des raisons déjà financières, parce qu'en Suisse se loger c'était compliqué, de vivre sur un bateau. Et donc on a habité sur le lac pendant un certain nombre d'années. Et on a changé de notre premier bateau au second pour un voilier avec lequel on est parti voyager en famille. Et à la base, on a été parti pour 1 ou 2 ans dans l'Atlantique et en fait, on est parti pendant 11 ans. Et donc, moi, j'ai quitté la Suisse, j'avais 8 ans et je suis revenu, j'en avais 19. J'avais une idée en tête, c'était la Mini Transat avec un jour le rêve ultime de participer au Vendée Globe. Ça, c'était le rêve de gosse, voilà. Et donc, à l'issue de ce voyage, on vend le bateau en Nouvelle-Calédonie, on revient en Suisse, je tiens 2 jours en place et je monte en Bretagne, à Douarnenez. Et ça faisait déjà 2 ans que j'avais un bateau en tête. Et donc je vais voir ce mini qui s'appelait Navman, il s'appelle toujours Navman d'ailleurs, 284. Et je le rachète une bouchée de pain. Je le retape et je fais ma mini donc à 20 ans. Voilà, je lance ce projet mini transat, je vis dans mon bateau à l'ancienne quoi. Et puis à l'issue de cette mini transat, il y avait la question est-ce que j'aime ça, est-ce que j'ai envie de continuer dans la voile ou pas. Donc j'ai rencontré Aurélia qui est ma femme aujourd'hui, on est parti en van pendant 3 mois et je voulais couper totalement du bateau. Je voulais juste savoir si j'avais envie d'y retourner. Parce qu'en fait quand on met le doigt dans la voile, on sait pas trop si on le fait parce qu'il y a l'image ou on le fait parce qu'on aime ça quoi. Et ben à l'issue de ce truc, de ce road trip, je me suis dit bon bah go j'y retourne quoi. Et donc j'ai récupéré un très vieux classe 40. J'ai participé à la route du Rhum, j'ai abandonné après 24 heures, je crois. Jacques Vabre, C'était laquelle route du Rhum? 2014. Ok. On a eu des petites conditions Ouais. sympas au départ, c'était très agréable, hein, c'était merveilleux. Et Jacques Vabre 2015, et pendant le projet Jacques Vabre 2015, en fait, je vais voir un bateau en Estonie, un IMOCA, incroyable, un bateau de mes rêves, et je discute avec le propriétaire, il est prêt à me le louer, mais moi j'ai pas de sous. Et on est 1 mois avant le départ de la Transat Jacques Vabre en classe 40. Il m'appelle, il me dit écoute Alan, je te laisse le bateau pour 1 euro. Voilà, tu l'as, tu fais ton Vendée avec. Donc il est en Estonie sous 3 mètres de neige. Et donc je pars sur la Jacques Vabre, je fais rapatrier le bateau. Et donc je pars avec un projet Vendée Globe. J'ai 11 mois pour préparer le bateau, me qualifier et trouver le budget. Et j'ai un bateau qui est une épave qui n'a pas navigué depuis 7 ans. Donc un défi super parce que aucune connaissance de ces bateaux, aucune idée de ce que c'est qu'un Vendée Globe. Et donc on monte une équipe de bénévoles. Donc en gros, il y a moi et ma femme où on gère tout le projet. Moi je fais toute la partie préparation la semaine. Et Aurélia fait toute la partie communication, recherche de partenaires. Et les week-ends j'ai les potes qui viennent aider. Et on va comme ça jusqu'au Vendée Globe. Et on prépare pas un bateau pour courir le Vendée Globe, mais pour faire un tour du monde. Donc le poids, aucune importance, il faut que ça tienne. Et je trouve un partenaire qui s'appelle La Fabrique, un peu à la dernière minute, enfin, en tout cas il signe à la dernière minute. Et donc on fait ce Vendée Globe, une histoire de dingue, un parcours, enfin c'est vraiment une expérience de vie, c'est le premier donc déjà c'est le plus beau, ça restera sûrement le plus beau parce que c'est juste une expérience merveilleuse. Et puis après, quand tu termines un Vendée Globe, là il se pose plein de questions quoi. Là c'est je fais quoi demain? Parce que j'ai réalisé mon rêve de gosse. Là, j'ai 23 ans. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais demain? Et donc, je vais voir La Fabrique, qui est mon partenaire de ce Vendée Globe, au retour. Et il me dit, voilà, propose-nous des projets. Et donc, on propose un projet, un autre projet Vendée Globe, quoi. Et donc, autour d'un café, ça a duré 5 minutes. Et ils m'ont dit, vas-y, va acheter le bateau, on te suit pour 4 ans, quoi. Et donc, on est reparti sur un cycle de préparation Vendée Globe, mais pas en 11 mois cette fois-ci, puis avec une vraie équipe. Petite certes, mais du budget, un salaire, mon premier salaire en cours au large, quoi. Donc tu te dis waouh, ça y est, je vis de ma passion. Donc ça, c'est quand même de passer de dormir dans son mini à j'ai un IMOCA et en plus je vis de ça, c'est quand même assez cool. Et donc on prend un bateau à dérive, un plan finaux de 2007.
avec un objectif, on le modifie de A à Z, on lui met des foils, on le rend performant. Route du Rhum 2018, super course, super place. L'année d'après, record d'Atlantique Nord. Enfin bref, l'extase. Et par contre, le Vendée Globe, moins l'extase. J'ai plein de soucis hydrauliques. J'en bave. Et dans le sud, je me dis, mais en fait, pourquoi je fais ça quoi. Enfin, c'est dur. Tu mets 4 ans de ta vie entre parenthèses pour une durite hydraulique. Tu vois, et en fait, c'est ça le Vendée Globe. C'est vraiment dur. Tu passes la ligne d'arrivée et là tu dis il faut que j'y retourne. Et donc moi j'ai un bateau en tête, c'est celui dans lequel on se trouve actuellement. Et je me dis c'est le bateau qui est fait pour moi. Il est typé, il est compliqué. Il a été construit pour un marin qui avait un seul objectif, c'était le Vendée Globe. Et moi j'ai un objectif, c'est le Vendée Globe. Et justement, raconte-nous un peu, tu vois, l'IMOCA, ça fait rêver tout le monde, le Vendée Globe fait rêver tout le monde, les plus jeunes et les moins jeunes. T'es passé du coup d'un bateau un peu plus ancienne génération à un bateau qui est vraiment compétitif. Raconte-nous juste la différence qu'il y a eu, la prise de risque aussi qui est différente. Nous, on l'a vu, par exemple, pour faire un petit parallèle en classe 40, entre les SCO, les avants ronds et les avants pointus, on a des sacrées différences. On casse beaucoup plus, voilà, on en suit plus, et nous, on est un peu plus mouillés, on est moins à l'intérieur. Et donc, raconte-nous un petit peu, justement, cette première navigation sur ce nouveau bateau. Là, tu pars d'une feuille blanche. Tout ce que tu as appris, tu l'oublies. Voilà, déjà. Alors, mon précédent bateau avait des petits foils, donc j'avais un peu la notion des charges, etc. Mais là, tu récupères un bateau qui a 300 capteurs, qui a été construit avec peu de limites de budget, donc il y a toutes les options dans le bateau. Par contre, t'as pas le mode d'emploi avec le bateau. Et donc là, il faut comprendre le plus rapidement possible. Donc, premier bord, tu bordes la grand voile, tu bordes le J2, t'es à 30 nœuds. Et là, tu te dis, ah quand même, ça pousse. C'est un bateau qui a pas de limite. Sa seule limite, c'est la casse. Mais en vitesse, tu peux aller très 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 vite. C'est quoi ton record, justement? Alors, avec ce bateau, c'est 34 nœuds. Mais avec mon ancien, c'était 36. Ah. Mais c'était un bateau de pointe. Celui-ci, c'est un bateau de moyenne. Il y a vraiment des bateaux très différents. Et donc, voilà, c'est un bateau où on a des foils qui sont en C. Donc, on crante pas, on dérive beaucoup. Ce qui fait un bateau avec un fort potentiel au portant, parce qu'on cherche à dériver. Par contre, au près, c'est plus dur. C'est plus dur. Donc là, on a travaillé énormément sur les défauts du bateau, plus que sur ses qualités, pour le rendre plus polyvalent et pouvoir participer aux courses d'avant-saison, parce que il faut se sélectionner, il faut acquérir l'expérience du 1000 nautique pour le Vendée Globe. Et donc ça a été tout le travail de ces dernières années, mais tu passes de pilote de kart à pilote de Formule 1, quoi. Et c'est... En fait, tout le monde cherche encore à comprendre ces bateaux. Donc c'est drôle parce que t'as beau demander de l'aide ou tu vois des conseils, on est tous en train de chercher, quoi. On est tous au même stade. Alors certains ont des plus grosses équipes, des plus gros budgets, donc c'est plus facile. Enfin, il y a plus de cerveau à essayer de comprendre. Après, la chance de ce bateau, c'est qu'il est super bien né, quoi. Il est construit, c'est une œuvre d'art. On n'a jamais eu un souci structurel avec depuis qu'on l'a. Enfin, voilà, on a un bateau fiable. Maintenant, faut trouver la performance avec. Génial, franchement, ça a dû être incroyable. Là, on est à quasiment 1 an du Vendée. On est sur le village de Jacques Vabre. Comment toi, tu te prépares pour réussir au mieux cette Jacques Vabre? Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs un petit peu de la personne qui va t'accompagner sur cette course? Les points de vigilance sur lesquels tu peux te dire va falloir faire attention. Voilà un petit peu comment tu appréhendes cette Transat Jacques Vabre. Plutôt sereinement, parce qu'on a beaucoup navigué avec le bateau cette année. On a fait une session d'entraînement au Portugal, on a fait toutes les courses, beaucoup d'entraînement. On a été assez actifs sur tout ça. On a essayé de casser le bateau, on n'y a pas réussi, donc ça c'est une bonne chose. Après, on a des voiles qui sont des voiles d'occasion, d'autres bateaux qu'on a rachetés. Donc, niveau voile, on n'est pas... Point de vigilance, ça va être nos voiles sur cette course. Avec Simon, donc mon co-skipper, c'est Simon Koster. Simon Koster, c'est un Suisse-Allemand. On a couru la Mini Transat 2013 l'un contre l'autre. Donc, en fait, on a un lien d'amitié depuis 10 ans. Et en fait, le binôme, il s'est fait très, très rapidement, en fait. On s'est dit, allez bien, on se la fait ensemble parce que voilà. Moi, je voulais quelqu'un qui soit bon en technique, mais surtout bon en tant que performeur.
Et Simon, il a cette qualité-là que moi j'ai moins. On est très complémentaires et il a surtout navigué sur beaucoup de supports différents. Et je voulais pas forcément un cadre de l'IMOCA. Je voulais qu'on puisse apprendre à utiliser ce bateau ensemble. Et c'est ce qui se passe. Donc là, ça marche bien. C'est cool. simple, c'est sain, c'est cool. Voilà, on aime être en mer, on prend du plaisir sur l'eau. L'échange, il est fluide. On navigue bien. Non, c'est cool. Enfin, franchement, c'est T'as hâte, bonheur. quoi. Juste une envie, c'est d'envoyer le départ le 29 octobre à 13h30 pour vous. Ouais, bah le problème, c'est pas le problème, c'est super les villages, hein, mais c'est que plus t'attends, plus le stress monte, quoi. Donc, on aurait pu partir demain, tu vois, c'était pas plus mal, mais non, non, on est prêt et c'est surtout là où je suis très fier de ce projet, c'est faut avoir une équipe qui sache être en comment dire, en adéquation avec le projet. Nous, on a une petite équipe, si on compare aux autres, mais qui est vraiment douée, qui ont des doigts en or, et d'être prêt aujourd'hui sur cette transat, pour nous, c'est super parce qu'on a eu quelques petites galères. Là, on a rematé 2 jours avant de convoyer, en gros, pour venir ici, puisqu'on a eu des soucis au niveau du mât, problème structurel, bref, c'est pas notre faute. Ça va. Mais du coup, il y a toute cette démarche là où ouais, on est sur une super dynamique et maintenant, en fait, c'est à nous de jouer avec Simon. L'équipe a fait le boulot. Maintenant, c'est à nous d'aller tirer dedans, quoi. Trop cool. Et on a interviewé Samantha, Maxime aussi, Maxime Sorel. Ils nous ont parlé de la prise de risque à bord. Samantha nous a dit même qu'elle mettait un casque. Comment toi tu te protèges, que on imagine bien qu'à l'intérieur, ça doit taper fort, hein. Si tu atteins 30 nœuds et qu'après ça plante, tu passes à 5 nœuds, donc tu décélères très fort. Comment toi tu vois cette prise de risque avec les efforts qu'il y a? Comment tu te protèges tout simplement? Comment tu arrives à vivre? On a le bateau en ergonomie, il est plutôt bien fait. On a un siège central qui est déjà très agréable pour travailler. Après, dans le cockpit, on a très peu d'assises. Il y a des zones du bateau qui sont un peu plus complexes. Après, c'est casque sur le pont, c'est certaines manœuvres matossage à l'intérieur, c'est casque, genouillère. Ouais, c'est des bateaux qui sont très extrêmes. Après, chaque bateau est différent. Nous, on a une étrave, on a une carène, une étrave qui est assez fine, donc on n'a pas cette espèce de carène SCO où on a des chocs qui sont francs. Ok. On est encore un peu sur une génération de bateaux doux avec des folles qui amortissent pas mal, donc on subit moins que certains. Donc c'est cool parce qu'il y a du confort, du coup. On peut tirer plus, donc ça c'est chouette. Après, on a un bateau qui est moins rapide dans les allures où ça cogne fort. Le pré, les nouveaux bateaux, ils montent à 18 nœuds au pré. Ça, nous, on sait pas le faire. Donc aussi, ça fait que voilà, on est moins dans cette dynamique de on va nous se casser en deux. Il y a le bateau, faut pas le casser, mais faut pas casser les bonhommes. Nous, ça va, on est un peu plus zen là-dessus. Ouais, trop cool. Et tu vois, nous à bord, on emmène quasiment essentiellement du lyophilisé et de la pertisée. Est-ce que toi, vu que tu as un peu plus d'expérience au large que moi, tu as fait la mini, plusieurs Jacques Vabre et tout. Et donc est-ce que tu emmènes une vraie petite cuisine ou c'est à la dure, un jet boil, les plats chars à l'autre? Et ben voilà. Voilà, notre cuisine, hein, on est au gain de poids maximal, hein, sur le réchaud, par contre pas sur la nourriture. Ouais. Non, la nourriture, pour moi, c'est... ça fait 10 ans que je mange du lyophilisé, et là, mon corps, il en peut plus, quoi. Il en peut plus, donc c'est apertisé. Ouais. Je prends des pâtes, du riz, de la semoule, je me fais un peu mes petites tambouilles. Alors c'est pas facile, hein, par contre, de cuisiner dans un IMOCA quand ça va vite, c'est vraiment galère, mais la nourriture, pour moi, c'est ce qui est le plus important à bord. Tu peux ne pas bien dormir, tu peux te faire mal, mais il faut le temps, en fait, de essayer de se préparer à manger. C'est un peu... ça nous rappelle qu'on est aussi des êtres humains, quoi. Et moi, j'aime bien ce petit moment tu prends le temps, tu te forces à mettre ton petit riz, le tourner, regarder. Bon, c'est en sachet, hein, c'est pas non plus... mais ouais, il y a cette petite... Donc ouais, nutrition, nous... alors, on a un désalinisateur à bord du bateau. Donc en fait, nous, de prendre des apertisés, on alourdit le bateau. Parce que quand on prend du lyophilisé, on crée notre propre eau douce. Voilà, c'est plus simple.
Mais moi en digestion, je peux plus. Ouais, c'est une sacrée différence, ça, effectivement. Ouais. Et bah, nous, enfin, ce que je disais, l'ophilisé, nous, c'est vraiment plutôt à Dans l'ophilisé, je crois qu'on en a un tout petit peu. Pour le début de course. Voilà, pour le début, c'est vraiment la nourriture de limite de sper, quoi, si on fait un peu plus de jours que sur les routages. Et donc, moi, je me rappelle, j'ai fait déjà Jacques Vabre en 2021. J'ai perdu un peu de poids, euh, plutôt 10 kilos. Ah, bien. Est-ce que toi, ça t'est arrivé enfin, tu vois, après de longues courses, ton corps, comment il s'est. Enfin, est-ce que tu as eu des transformations? Alors sur des Vendée Globe, c'est assez dur. On a tendance à se mettre sur une balance à l'arrivée à se dire ouais j'ai perdu 1 kilo, mais en fait c'est pas 1 kilo qu'on a perdu, c'est beaucoup plus parce que on va perdre énormément de masse musculaire au niveau des jambes. On marche très peu sur nos bateaux, on fait très peu d'exercices à ce niveau-là. Par contre on va prendre une masse dans les bras, dans le dos, etc. Qui est assez importante. Donc on va prendre le muscle qui est lourd et on va perdre de la graisse. Donc au final on n'a peut-être pas perdu qu'un seul kilo sur la balance, on a perdu bien plus. Mais notre état physique à l'arrivée des courses, ouais il est à suivre parce on a un peu de peine à marcher quand même. Hein. C'est dur sur un Vendée Globe, sur des courses, des transatlantiques, c'est court, c'est pas, ça va. Mais ouais faut quand même faire attention à son physique quoi. Et à sa nutrition, hydratation, enfin voilà il y a tout un... Grosse vigilance. Vigilance quand même ouais. Et du coup, pour terminer cette interview, toi, en tant que skipper IMOCA, qui a déjà, je sais pas combien de milles d'ailleurs, mais ça commence à faire, Ouais. et bah, tu as un petit conseil pour un petit gars comme moi qui fait du classe 40, qui traverse juste pour sa deuxième fois l'Atlantique, à part de kiffer et que ce soit cool, c'est déjà pas mal. Ah ouais, kiffer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, prendre un max de plaisir. Et Être bien entouré, parce que j'ai. ouais, faut y avoir Ouais, un bonne co-skipper, équipe. faut que ça se passe bien. Ouais. Il faut que ça se passe bien humainement. Faut que ça se passe bien, il faut kiffer et il faut fêter. Parce que la victoire, il n'y aura qu'un vainqueur dans chaque catégorie. Et après, il y a le kiff. Et en fait, on écrit nos histoires, chacun à son niveau. Et on va tous de l'autre côté, on se retrouvera de l'autre côté. Et une transatlantique sur un 40 pieds, c'est des petits bateaux. C'est des bateaux qui vont très très vite aujourd'hui. Il y a autant de mérite qu'en IMOCA. Enfin, je veux dire, quand on voit la flotte ici, on est un peu couillu tous d'y aller quand même. Donc, moi je dirais vigilance, kiff et bonne entente. Et bah, merci beaucoup pour ces 3 conseils. Merci à toi d'être prêté au jeu. Et puis j'ai hâte, on prendra le départ après toi, mais bon, on va essayer de te rattraper. Si c'est au près, il y a des chances. Oh, je sais pas. Merci.